Comment dominer vos émotions sans dire un mot? La force du silence. Stoïcien. Avez-vous déjà ressenti cette frustration intense lorsque quelqu'un vous manque de respect, vous blesse ou essaie de vous manipuler et que vous ne savez pas comment réagir sans perdre votre dignité? Aujourd'hui, je vais vous révéler comment le stoïcisme peut transformer cette faiblesse en votre plus grande force. Dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, où les gens réagissent impulsivement à la moindre provocation, imaginez avoir le pouvoir de rester calme, centré et en contrôle total de vos émotions, quoi qu'il arrive autour de vous. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas une simple théorie, ce sont des stratégies pratiques que vous pouvez commencer à appliquer immédiatement. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à laisser un like sur cette vidéo. Cela m'aide énormément à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Et rappelez-vous, chaque fois que vous maîtrisez vos émotions, vous gagnez en pouvoir personnel. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour être qui vous êtes vraiment. Vous êtes unique, puissant et capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Ne laissez jamais les actions des autres déterminer votre paix intérieure. Découvrez comment contrôler vos émotions et transformer chaque situation difficile en opportunité de croissance avec notre guide stoïcien exclusif. Accédez maintenant ou cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé pour l'obtenir. Ce n'est pas seulement puissant, c'est une révolution personnelle. Il s'agit de prendre le contrôle, non pas du monde extérieur, mais de quelque chose de beaucoup plus important et absolument à votre portée. Votre monde intérieur, vos réactions, vos émotions, votre paix. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous avons un contrôle total sur la façon dont nous y répondons. Cette distinction change. Tout, c'est la différence entre être une victime des circonstances et être le maître de votre destin. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Ces mots écrits, il y a près de 2000 ans, sont plus pertinents aujourd'hui que jamais. Dans ce monde moderne, rempli de stress, de distractions et de provocations constantes, la capacité de dominer vos émotions n'est pas seulement un avantage, c'est une nécessité. C'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent, ceux qui sont heureux de ceux qui sont misérables. Alors si vous vous êtes déjà senti dépassé par vos émotions, si vous avez déjà réagi de manière impulsive et l'avez regretté plus tard, si vous voulez apprendre à rester calme et en contrôle, même dans les situations les plus difficiles, restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait changer votre vie pour toujours. Je vous encourage à prêter toute votre attention à cette vidéo du début à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes quelqu'un de spécial, quelqu'un qui cherche la sagesse et la croissance personnelle. Votre engagement à absorber ce contenu vous distingue déjà de la masse. Commençons numéro 1, le pouvoir du silence face à la provocation. Combien de fois avez-vous été provoqué et avez-vous immédiatement réagi avec des mots que vous avez regrettés plus tard? Combien de fois avez-vous laissé quelqu'un vous faire sortir de vos gonds simplement parce qu'il savait exactement quel bouton appuyer? Voici une vérité que peu de gens comprennent. Celui qui réagit perd, celui qui reste calme gagne. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer, de vous faire réagir émotionnellement, il cherche une chose, votre pouvoir. Il veut vous voir perdre le contrôle, parce que dans ce moment de faiblesse, il se sent supérieur. Mais que se passe-t-il quand vous ne réagissez pas, quand vous restez silencieux, calme et imperturbable? Vous leur enlevez tout leur pouvoir. Votre silence devient une arme plus puissante que n'importe quel mot. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Épictète a enseigné que nous devons faire une distinction claire entre ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas, les actions des autres. Leurs paroles, leurs provocations ne sont pas sous votre contrôle, mais votre réponse l'est totalement. Imaginez cette scène. Quelqu'un vous insulte en public, essayant de vous humilier devant les autres. Votre
Une première impulsion est de riposter, de vous défendre, de rendre coup pour coup, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qu'ils attendent en réagissant. Vous leur donnez exactement ce qu'ils veulent. Vous validez leur comportement. Vous montrez que leurs mots ont du pouvoir sur vous. Au lieu de cela, imaginez ceci. Vous les regardez calmement, peut-être avec un léger sourire. Vous ne dites rien. Vous laissez leurs mots flotter dans l'air, puis vous vous détournez simplement et continuez ce que vous faisiez. Que se passe-t-il dans ce moment? Votre agresseur est déstabilisé, confus. Il s'attendait à une réaction à un conflit et à la place, ils ont rencontré un mur de calme inébranlable. Ce silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la force pure. C'est le contrôle de soi au plus haut niveau et croyez-moi, les gens le remarquent, les gens le respectent. Mais attention, le silence stratégique ne signifie pas que vous êtes un paillasson. Il ne s'agit pas d'accepter passivement les abus. Il s'agit de choisir consciemment vos batailles, de ne pas gaspiller votre énergie sur des provocations insignifiantes. Parfois, le silence est la réponse la plus dévastatrice que vous puissiez donner. Il dit « Je suis au-dessus de cela. Vous n'êtes pas assez important pour mériter ma réaction émotionnelle. » Pratiquez ceci la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous provoquer. Prenez une profonde respiration. Comptez jusqu'à 5 dans votre tête. Observez l'émotion qui monte en vous sans la juger, puis décidez consciemment de ne pas réagir. Au début, ce sera difficile. Votre ego voudra se défendre, votre fierté sera blessée. Mais rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez le silence sur la réaction impulsive, vous renforcez votre contrôle émotionnel. Avec le temps, cela deviendra naturel. Vous ne ressentirez même plus le besoin de réagir parce que vous réaliserez que les provocations des autres n'ont aucun pouvoir réel sur vous à moins que vous ne leur en donniez. Le silence face à la provocation n'est pas juste une tactique, c'est un mode de vie. C'est une déclaration que vous êtes maître de votre paix intérieure, que personne ne peut vous la voler sans votre permission. Comme l'a dit Sénèque, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a fait le mal. Numéro 2, transformer la colère en énergie productive. La colère est une émotion puissante, probablement l'une des plus puissantes que nous ressentons. Elle peut nous consumer, nous pousser à faire des choses destructrices que nous regrettons, profondément. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas, la colère en elle-même n'est pas le problème, c'est ce que vous en faites qui détermine si elle vous détruit ou vous renforce. Les stoïciens ne disaient pas qu'il ne faut jamais ressentir de colère, nous sommes humains. Ces émotions vont surgir. Ce qu'ils enseignaient, c'est que nous avons le choix dans la façon dont nous canalisons cette énergie. Pensez à la colère comme à de l'essence. Elle peut alimenter une voiture et vous emmener quelque part où elle peut exploser et tout détruire. Tout dépend de la façon dont vous la contenez et la dirigez. Quand vous ressentez la colère monter en vous, au lieu de la laisser exploser en mots ou en actions impulsives, prenez un moment pour reconnaître son existence. Dites-vous, je ressens de la colère en ce moment et c'est normal. Ensuite, demandez-vous pourquoi suis-je vraiment en colère? Est-ce parce que mes attentes n'ont pas été satisfaites? Est-ce parce que quelqu'un a franchi une limite? Est-ce parce que je me sens impuissant? Souvent, nous découvrons que notre colère est dirigée vers la mauvaise cible, ou qu'elle masque une autre émotion comme la peur, la déception ou la douleur. Une fois que vous comprenez la source réelle de votre colère, vous pouvez commencer à la transformer au lieu de crier sur la personne qui vous a contrarié. Canalisez cette énergie dans quelque chose de constructif. Allez faire de l'exercice. Utilisez cette adrénaline pour courir plus vite, soulever plus lourd et pousser votre corps au-delà de ses limites habituelles. Vous serez étonné de voir à quel point vous pouvez être productif quand vous transformez la colère en action physique. Ou utilisez cette énergie pour résoudre le problème qui a causé la colère en premier lieu, au lieu de ruminer ou d'exploser. Prenez des mesures concrètes pour changer la situation. Si quelqu'un vous a manqué de respect, au lieu de chercher la confrontation immédiate, prenez du recul. Élaborez une stratégie pour établir des limites. Un clair, puis agissez calmement mais fermement.
Marc Aurèle pratiquait un exercice puissant quand il ressentait de la colère. Il s'imaginait regardant la situation de l'extérieur comme un observateur objectif. Cette perspective l'aidait à voir que la plupart des choses qui nous mettent en colère sont finalement insignifiantes. Il écrivait « Si tu es peiné par une chose extérieure, ce n'est pas la chose qui te dérange, mais ton propre jugement à son sujet, et il est en ton pouvoir d'effacer ce jugement. » Maintenant, c'est profond. Réfléchissez-y la prochaine fois que vous êtes en colère. La personne ou la situation n'est pas votre véritable ennemi. C'est votre interprétation de celle-ci qui crée votre souffrance. Changez votre interprétation et vous changez votre expérience émotionnelle. Une autre technique stoïcienne puissante est la préméditatio malorum, la visualisation négative avant qu'une situation potentiellement frustrante ne se produise. Imaginez-la se déroulant de la pire façon possible. Si vous avez une réunion difficile, visualisez la personne étant complètement déraisonnable, insultante. Même en faisant cela, vous vous préparez mentalement quand la situation réelle se produit, même si elle est mauvaise. Elle est rarement aussi mauvaise que le pire scénario que vous avez imaginé. Cela vous donne une résilience émotionnelle, vous êtes préparé. Donc, vous restez calme. Rappelez-vous que la colère est souvent un signe que vous accordez trop d'importance à quelque chose qui est hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Chaque fois que vous transformez avec succès la colère en énergie productive, vous construisez votre force intérieure. Vous prouvez à vous-même que vous êtes le maître de vos émotions, pas leur esclave. Avec le temps, vous remarquerez que vous ressentez de moins en moins de colère, non pas parce que votre vie devient plus facile, mais parce que vous devenez plus fort, plus sage, plus en contrôle. Comme l'a dit Épictète, tout problème a deux poignées, l'une par laquelle il peut être porté, l'autre par laquelle il ne peut pas. Choisissez toujours la bonne poignée. Numéro 3. Cultivez l'indifférence stoïcienne face aux critiques. Voici une question honnête. Combien de décisions dans votre vie avez-vous évité de prendre par peur des critiques? Combien de rêves avez-vous abandonnés parce que vous craigniez ce que les autres diraient? La peur de la critique est l'une des prisons les plus puissantes que nous nous créons. Elle nous garde petits, silencieux, conformes, vivant la vie que les autres attendent de nous, plutôt que celle que nous désirons vraiment. Les stoïciens avaient une approche radicale de ce problème. Ils cultivaient ce qu'on pourrait appeler l'indifférence stoïcienne. Pas de l'indifférence au sens de ne se soucier de rien, mais plutôt l'indifférence aux opinions des autres, qui ne servent pas notre croissance. Marc Aurèle était littéralement l'empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde à son époque. Pourtant, il était constamment critiqué, jugé et mal compris. A-t-il laissé cela l'affecter? Dans ses méditations, il écrit: commence chaque journée en te disant: les gens que je rencontre aujourd'hui seront bavards, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et hargneux. Ils sont comme ça parce qu'ils ne peuvent pas distinguer le bien du mal. Remarquez ce qu'il fait ici. Il ne prend pas les critiques personnellement. Il comprend que les jugements des autres en disent plus sur eux que sur lui. Voici une vérité libératrice, que vous devez intérioriser. Les opinions des autres à votre sujet sont en réalité le reflet de leur propre état intérieur, de leur propre peur, insécurité et limitation. Quand quelqu'un vous critique, demandez-vous: cette personne vit-elle le type de vie que je veux vivre? A-t-elle atteint ce que je veux atteindre? Incarne-t-elle les valeurs que je respecte? Si la réponse est non, alors pourquoi accorderiez-vous du poids à leur opinion? Ce serait comme demander des conseils de fitness à quelqu'un qui ne fait jamais d'exercice ou des conseils financiers à quelqu'un qui est endetté. Cela n'a aucun sens. Maintenant, attention, il y a une différence entre les critiques constructives de personnes qui se soucient vraiment de votre bien-être et les jugements destructeurs de personnes qui veulent simplement vous rabaisser. Les premières doivent être écoutées et considérées. Les secondes doivent être ignorées complètement. Mais comment développez-vous cette indifférence stoïcienne? Comment arrêtez-vous de vous soucier de ce que les autres pensent?
D'abord, reconnaissez que chercher l'approbation universelle est un jeu impossible à gagner. Il y aura toujours quelqu'un qui vous désapprouve, quoi que vous fassiez. Même Jésus et Bouddha avaient des détracteurs. Si vous essayez de plaire à tout le monde, vous finirez par ne plaire à personne, surtout pas à vous-même. Deuxièmement, pratiquez la visualisation négative, spécifiquement autour des critiques. Imaginez un pire scénario, quelqu'un vous critique publiquement, vous humilie, tout le monde parle de vous dans votre dos. Maintenant, demandez-vous, et alors que se passerait-il vraiment le monde? S'arrêterait-il de tourner? Perdriez-vous tout ce qui compte pour vous? Probablement pas, vous survivriez, vous continueriez, et finalement les gens passeraient à autre chose, parce que franchement ils sont trop occupés par leur propre vie pour s'attarder sur la vôtre. Cette visualisation enlève le pouvoir de la peur. Troisièmement, développez ce que j'appelle votre conseil intérieur d'adviseur. Identifiez 3 à 5 personnes dont vous respectez profondément l'opinion des personnes qui ont démontré leur sagesse, leur caractère et leur souci de votre bien-être. Ce sont les seules personnes dont les opinions devraient avoir du poids quand vous prenez des décisions. Toute autre opinion extérieure à ce cercle peut être poliment considérée puis ignorée. Quatrièmement, rappelez-vous que la critique est souvent le prix du leadership et de l'innovation. Si vous faites quelque chose de significatif, si vous vous démarquez de quelque manière que ce soit, vous serez critiqué. C'est inévitable. Comme l'a dit Aristote, il n'y a qu'une façon d'éviter la critique. Ne rien faire, ne rien dire et n'être rien. Est-ce vraiment le prix que vous voulez payer pour éviter la critique, devenir insignifiant? Cinquièmement, pratiquez l'auto-validation au lieu de chercher constamment la validation externe. Développez la capacité de vous valider vous-même à la fin de chaque journée. Demandez-vous, ai-je agi selon mes valeurs? Ai-je fait de mon mieux? Ai-je été fidèle à moi-même? Si la réponse est oui, alors peu importe ce que les autres pensent. Vous avez réussi selon les seules mesures qui comptent vraiment, les vôtres. L'indifférence stoïcienne face aux critiques ne se construit pas du jour au lendemain. C'est un muscle que vous devez exercer régulièrement, mais chaque fois que vous choisissez votre propre jugement plutôt que celui des autres, vous devenez plus fort, plus libre. Comme l'a dit Épictète, si quelqu'un réussit à te provoquer, réalise que c'est ton propre jugement qui est le provocateur. Numéro 4, maîtrisez l'art de la réponse différée. Dans notre monde de gratification instantanée, de réactions immédiates sur les réseaux sociaux, de messages qui exigent des réponses instantanées, nous avons perdu quelque chose de précieux, l'art de la réponse différée. Voici ce que je veux dire. Combien de fois avez-vous reçu un message ou un email qui vous a contrarié et avez-vous immédiatement tapé une réponse en colère? Peut-être l'avez-vous même envoyé pour la regretter plus tard, ou peut-être aviez-vous assez de sagesse pour attendre et réaliser plus tard que cette réponse aurait été une terrible erreur. Les stoïciens comprenaient qu'il y a un espace entre le stimulus et la réponse, et que dans cet espace réside notre pouvoir et notre liberté. Sénèque écrivait: la meilleure remède contre la colère est le délai. Il ne disait pas de ne jamais répondre, il disait d'attendre, de créer de l'espace entre ce qui vous arrive et comment vous y réagissez. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que les émotions, en particulier les négatives, ont une courbe. Elles montent rapidement, atteignent un pic, puis diminuent naturellement. Quand vous répondez au sommet de cette courbe émotionnelle, vous êtes dans le pire état possible pour prendre une décision sage. Votre cerveau reptilien, votre système limbique a pris le contrôle. Votre cortex préfrontal, une partie rationnelle de votre cerveau, est hors ligne. C'est pourquoi les gens disent et font des choses terribles dans le feu de l'action qu'ils regrettent profondément une fois calmés. La réponse différée vous donne le temps de redescendre cette courbe émotionnelle, de retrouver l'accès à votre cerveau rationnel, de voir la situation avec clarté plutôt qu'à travers le filtre de l'émotion intense. Voici comment pratiquer cet art quand quelque chose vous contrarie. Quelqu'un vous envoie un message provocateur, vous recevez des critiques injustes. Vous êtes confronté à une situation frustrante. Résistez à l'envie de répondre immédiatement. Dites-vous simplement: je vais répondre à cela, mais pas maintenant.
Je vais attendre. Combien de temps devriez-vous attendre cela dépend de l'intensité de l'émotion. Pour les petites frustrations, peut-être 1 heure, pour les grandes, peut-être 1 jour ou 2, pour les décisions vraiment importantes, peut-être 1 semaine. La règle générale, si vous ressentez encore une forte charge émotionnelle, ce n'est pas le bon moment pour répondre. Attendez jusqu'à ce que vous puissiez penser à la situation sans ressentir cette montée d'adrénaline. Pendant cette période de délai, faites quelque chose de physique. Allez marcher, courir, frapper un sac de boxe. L'activité physique aide à métaboliser les hormones de stress et à clarifier votre esprit. Écrivez vos pensées et sentiments dans un journal, pas dans un message à la personne, juste pour vous-même. Extériorisez tout le venin, toute la colère, toute la frustration sur papier, puis détruisez-le. Cet exercice cathartique vous permet d'exprimer ce que vous ressentez sans les conséquences de l'envoyer réellement. Discutez de la situation avec quelqu'un de votre conseil intérieur. D'advisor, une perspective extérieure d'une personne sage peut souvent vous montrer des angles que vous ne voyez pas à travers vos émotions. Pratiquez ce que les stoïciens appelaient la vue d'ensemble. Imaginez-vous regardant cette situation comme si vous regardiez une pièce de théâtre. À quel point est-ce vraiment important dans le grand schéma de votre vie? Dans 1 an, vous soucierez-vous de cela dans 5 ans, dans 10 ans? Cette perspective réduit souvent dramatiquement l'importance émotionnelle d'une situation. Quand vous vous sentez finalement prête à répondre, demandez-vous quelle est mon intention. Est-ce que je veux blesser, me venger, me défendre, ou est-ce que je veux résoudre le problème? Communiquer clairement, établir des limites. Si votre intention n'est pas constructive, attendez encore. Une fois que vous répondez, faites-le calmement, clairement et brièvement. Ne vous justifiez pas excessivement. Ne vous excusez pas pour ce que vous ressentez. N'attaquez pas simplement. Énoncez votre position ou vos limites. Souvent, vous découvrirez qu'après le délai, vous n'avez même pas besoin de répondre. Le problème s'est résolu de lui-même, ou vous réalisez que ce n'était pas aussi important que vous le pensiez. Et c'est peut-être une plus grande leçon de la réponse différée. La plupart des choses auxquelles nous pensons devoir répondre immédiatement ne nécessitent en fait aucune réponse du tout. Le silence combiné avec le temps est l'une des réponses les plus puissantes que vous puissiez donner. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez toujours l'option de ne pas avoir d'opinion. C'est là que réside votre pouvoir. Les opinions sont le poids le plus lourd que nous portons. Choisissez-les judicieusement. Numéro 5, développer une philosophie personnelle inébranlable. Voici pourquoi la plupart des gens sont émotionnellement instables. Ils n'ont pas de philosophie personnelle claire. Ils n'ont pas défini ce qu'ils représentent, ce en quoi ils croient, comment ils veulent vivre. Sans cette encre, ils sont ballottés par chaque vague d'émotions, par chaque opinion d'autrui, par chaque circonstance changeante. Les stoïciens avaient une approche différente. Ils passaient du temps à développer une philosophie personnelle complète, un ensemble de principes qui guidaient chaque décision, chaque réponse, chaque action. Marc Aurèle commençait chaque journée en se rappelant ses principes. Sénèque passait du temps chaque soir à réfléchir sur ses actions par rapport à sa philosophie. Épictète enseignait à ses étudiants à développer leur propre doctrine de vie. Pourquoi est-ce si important? Parce que quand vous avez une philosophie personnelle claire, vous avez un système de navigation interne qui vous dit comment réagir dans n'importe quelle situation. Quelqu'un vous insulte, votre philosophie vous dit comment répondre. Vous rencontrez l'échec. Votre philosophie vous donne un cadre pour le comprendre. Vous êtes confronté à une décision difficile. Votre philosophie éclaire le chemin. Sans cette boussole, vous êtes à la merci de vos humeurs changeantes et des opinions des autres avec elles. Vous êtes centré, stable, inébranlable. Alors, comment développez-vous votre propre philosophie stoïcienne personnelle? Premièrement, définissez vos valeurs fondamentales. Quelles sont les 3 à 5 valeurs les plus importantes pour vous? L'honnêteté, la croissance, la compassion, le courage, la liberté, l'excellence.
Écrivez-les, soyez spécifiques sur ce que chacune signifie pour vous. Deuxièmement, définissez votre vision de la vie bonne. Comment ressemble une vie bien vécue selon vos propres standards, pas ceux de la société ou de votre famille, mais les vôtres. Qu'est-ce qui vous apporterait un sentiment de sens et de satisfaction à la fin de votre vie? Troisièmement, établissez vos principes de fonctionnement. Ce sont les règles que vous suivez quotidiennement. Par exemple, je parle toujours. Honnêtement, même quand c'est difficile, je ne réagis jamais immédiatement quand je suis en colère. Je traite tout le monde avec respect, peu importe comment il me traite. Ces principes deviennent votre code personnel, votre constitution interne. Quatrièmement, identifiez votre dichotomie du contrôle, clarifiez exactement ce qui est sous votre contrôle. Une pensée, vos actions, vos réponses et ce qui ne l'est pas les actions des autres, les résultats, le passé, l'avenir. Engagez-vous à concentrer 100% de votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler et à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas. Cinquièmement, créez vos mantras stoïciens. Ce sont des phrases courtes que vous vous répétez dans des moments difficiles. Par exemple, ceci aussi passera, je ne peux contrôler que moi-même. La vertu est la seule vraie bonne chose. Je suis l'architecte de mon propre destin. Ces mantras deviennent des ancres mentales qui vous ramènent rapidement à votre centre quand vous commencez à dériver. Sixièmement, établissez une pratique de réflexion quotidienne chaque soir. Passez 10 minutes à réfléchir à votre journée. Ai-je vécu selon mes valeurs? Ou ai-je réussi? Ou ai-je échoué? Qu'ai-je appris? Comment puis-je faire mieux demain? Cette pratique appelée examen de conscience par les stoïciens est ce qui transforme l'expérience en sagesse. Septièmement, testez et affinez votre philosophie dans le feu de la vie réelle. Une philosophie qui sonne bien en théorie, mais qui s'effondre sous pression, ne vaut rien. Chaque défi que vous rencontrez est une opportunité de tester votre philosophie. Si elle tient, vous la gardez. Si elle ne tient pas, vous l'ajustez. Avec le temps, votre philosophie personnelle devient comme un exosquelette interne. Elle vous donne une force qui ne dépend pas de vos circonstances externes. Les gens remarqueront un changement en vous. Vous semblerez plus calme, plus centré, plus sûr de vous. Non pas d'une manière arrogante, mais d'une manière profondément ancrée. Vous ne serez plus facilement secoué par les drames, les critiques ou les échecs, parce que vous savez qui vous êtes, ce que vous représentez et où vous allez. C'est le vrai pouvoir de la maîtrise émotionnelle, non pas de ne jamais ressentir d'émotions, mais d'avoir une structure interne si solide que les émotions vous traversent sans vous emporter. Comme l'a dit Sénèque, celui qui est courageux est libre, et celui qui est libre est heureux. Numéro 6, pratiquer l'acceptation radicale de la réalité. L'une des plus grandes sources de souffrance émotionnelle est notre résistance à la réalité. Nous voulons que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Nous pensons qu'elles devraient être différentes. Et cette divergence entre ce qui est et ce que nous voulons crée une friction constante. Les stoïciens avaient un remède radical pour cela. L'acceptation totale de la réalité telle qu'elle est. Ils appelaient cela amor fati, l'amour du destin. Marc Aurèle écrivait « Ne dis pas c'est un malheur, mais c'est de la chance que cela me soit arrivé, parce que maintenant j'ai l'opportunité de démontrer mon caractère. » Remarquez le changement de perspective complet. Au lieu de résister à ce qui est arrivé, il l'embrasse comme une opportunité. Maintenant, soyons clairs. L'acceptation radicale ne signifie pas résignation passive. Cela ne signifie pas que vous aimez ce qui est arrivé ou que vous ne voulez pas, que les choses changent. Cela signifie que vous acceptez d'abord complètement que ceci est la réalité en ce moment. Lutter contre ce qui s'est déjà produit est inutile. C'est comme argumenter avec la gravité. Une fois que vous avez accepté la réalité, alors vous pouvez décider rationnellement quoi faire à ce sujet si quelque chose peut être fait. La résistance crée de la souffrance. L'acceptation crée de la clarté. Pensez à la différence, quelqu'un vous trahit. Vous pourriez passer des semaines, des mois à ruminer pourquoi ont-ils fait ça, comment ont-ils pu, ce n'est pas juste, cela n'aurait pas dû arriver. Toute cette résistance mentale ne change pas ce qui s'est passé. Elle vous torture juste.
Ou vous pourriez pratiquer l'acceptation radicale. Oui, cela s'est passé. Oui, c'était douloureux. C'est la réalité. Maintenant, comment je vais répondre? Que puis-je apprendre? Quels sont mes prochains pas? Voyez-vous comment le deuxième approche vous libère pour l'action constructive. Voici comment pratiquer. L'acceptation radicale. Quand quelque chose de difficile arrive, arrêtez-vous et reconnaissez-le explicitement. Dites à voix haute ou dans votre tête, « Ceci est arrivé, c'est réel ». Cette simple déclaration coupe court au déni et à la résistance. Ensuite, demandez-vous « Qu'est-ce que je ne peux pas changer de cette situation ?» Souvent, nous nous débattons avec des aspects qui sont complètement hors de notre contrôle. Vous ne pouvez pas changer le passé. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres. Vous ne pouvez pas contrôler certaines circonstances. Acceptez ces éléments complètement. Arrêtez de gaspiller de l'énergie mentale à les combattre. Puis, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux contrôler ou influencer dans cette situation ?» Il y a presque toujours quelque chose. Vous pouvez contrôler votre réponse, votre attitude, vos prochaines actions. Concentrez toute votre énergie sur ces éléments. Pratiquez la phrase stoïcienne. C'est comme ça que les choses sont parfois. Nous voulons tellement que la réalité soit différente, que nous créons des histoires élaborées sur comment les choses devraient être. Laissez tomber le devrait, il n'y a que ce qui est. Cherchez l'opportunité dans la difficulté. Les stoïciens croyaient que chaque obstacle contient une opportunité pour la pratique de la vertu. Une situation injuste vous donne l'opportunité de pratiquer la justice. Une trahison vous donne l'opportunité de pratiquer le pardon et la sagesse. Une perte vous donne l'opportunité de pratiquer la résilience. Rappelez-vous que la résistance amplifie la douleur. La douleur physique ou émotionnelle, multipliée par la résistance, égale la souffrance. La douleur est souvent inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Elle vient de notre résistance. Pratiquez la gratitude, même dans les moments difficiles. Cela peut sembler contre-intuitif, mais trouvez une chose dans la situation difficile pour laquelle vous pouvez être reconnaissant, même si c'est juste l'opportunité de croissance. Cette pratique adoucit la résistance et ouvre votre esprit. L'acceptation radicale ne vient pas facilement à la plupart d'entre nous. Nous avons été conditionnés à lutter contre ce qui est inconfortable. Mais chaque fois que vous pratiquez l'acceptation, vous construisez ce muscle. Avec le temps, vous découvrirez que vous pouvez accepter même les choses les plus difficiles rapidement. Et cela vous libère énormément d'énergie mentale et émotionnelle. Vous cessez d'être en guerre avec la réalité et cette paix se reflète dans votre paix émotionnelle. Comme l'a dit Épictète, ne demandez pas que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles arrivent comme elles arrivent et vous prospérerez. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage à travers les pratiques stoïciennes pour dominer vos émotions. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile et vous a donné des outils pratiques que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement dans votre vie. Je tiens à vous féliciter d'être arrivé jusqu'ici. Cela montre que vous êtes sérieux au sujet de votre croissance personnelle, que vous n'êtes pas satisfait de la médiocrité, que vous voulez devenir la meilleure version de vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement « Je suis le maître de mes émotions », ainsi je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin et absorbé ces enseignements. Rappelez-vous que la maîtrise émotionnelle n'est pas un état que vous atteignez une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, un engagement que vous renouvelez chaque matin. Certains jours, vous échouerez, vous réagirez impulsivement, vous laisserez vos émotions prendre le contrôle. Et c'est normal, ce qui compte, c'est que vous vous releviez, que vous réfléchissiez à ce qui s'est passé et que vous vous engagiez à faire mieux la prochaine fois. Chaque moment est une nouvelle opportunité de pratiquer, chaque défi est une chance de renforcer votre contrôle émotionnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous. Le stoïcisme est plein d'enseignements comme ceux-ci qui sont applicables à votre vie quotidienne.
Je vous encourage à continuer à apprendre sur cette philosophie puissante. Je laisse ici 2 vidéos remplies de sagesse stoïcienne pour que vous continuiez votre apprentissage. N'oubliez pas, vous avez en vous le pouvoir de devenir inébranlable, calme et en contrôle total de votre vie intérieure. Commencez aujourd'hui. Commencez. Maintenant et regardez votre vie se transformer de l'intérieur. À la prochaine, restez stoïque, restez fort.